Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Et voilà, les élections sont désormais derrière nous et une nouvelle page du Maroc politique se tourne. Après plusieurs mois de compétition et ces dernières semaines pleines de suspense et d'incertitude, le résultat est tombé et le grand vainqueur incontesté de cette élection est le RNI avec 102 députés sur 395. En conséquence, et conformément à l'article 47 de la Constitution, hier vendredi, moins de 48 heures après la proclamation des résultats, le roi Mohamed VI a nommé le président du RNI, Aziz Akhannouch, chef du gouvernement chargé de former une nouvelle majorité. Aux législatives, comme pour les communales et les régionales, c'est toujours le même podium composé du RNI de Aziz Akhannouch, du PAM d'Abdelatif Ouahabi et du parti de l'Istiqlal dirigé par Nizar Baraka, avec un taux de participation qui a constitué une heureuse surprise en dépassant le seuil des 50%. Et à l'inverse, le grand perdant de ces élections est clairement le PJD qui a connu une véritable débâcle, passant de 125 parlementaires à 13. Et cette spectaculaire contre-performance se retrouve également dans les régions et les communes. Résultat, le secrétaire général du PJD, par ailleurs chef du gouvernement sortant, Saadetine El Atmani, a présenté la démission de la direction collégiale du parti, dont la sienne, et appelé à la tenue d'un conseil national extraordinaire pour samedi prochain, 18 septembre, en prélude à un congrès tout aussi extraordinaire dans les délais les plus brefs. En un mot, le RNI explose et le PJD implose. Que s'est-il donc passé pour cette élection? Quelles sont les performances des uns et des autres? Et surtout, avant tout, comment expliquer cette grande avancée du RNI et en même temps la déroute du PJD? Avec nous donc pour répondre à ces questions, nous recevons Hassan Alaoui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique. Exact. Hicham Emedi, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous êtes acteur associatif et vice-président de l'ASMAEX. Merci, messieurs, d'être avec nous. Donc, nous allons parler de la participation, des résultats et des négociations pour former une majorité. Mais avant, je voudrais vous poser à tous les deux donc, la question, ce à quoi tout le monde s'attendait quelque part. Donc, la nomination de Aziz Akhannouch comme chef du gouvernement. Aziz Akhannouch, ministre de l'Agriculture depuis 2007, ça fait donc 14 ans, président du RNI. Alors, un rapide parcours sur cette personnalité qui remplacera Saadetine El Atmani dès qu'il aura formé sa majorité. Hassan Alaoui. Très bien, merci. J'ai l'honneur donc de commencer. Moi, je trouve que c'est dans l'ordre des choses, la nomination de Aziz Akhannouch, parce qu'il s'agit d'un leader qui, quand même, avant d'en arriver là, quand il a pris les rênes du parti qui était complètement en plein démembrement, en pleine implosion, comme vous disiez tout à l'heure, a réussi le grand pari de restructurer une formation, n'est-ce pas, de la mettre un petit peu sur le fil, sur le rail, en changeant d'abord, en réformant en interne les structures, en choisissant un petit peu les hommes qu'il faut, en inventant, si vous permettez encore, en créant d'autres postes pour que le parti finalement, se mette en ordre de bataille. Et je souligne en particulier cette démarche de Aziz Akhannouch qui est faite de pédagogie, de volonté, coriace, d'opiniâtreté, d'imagination, de vision même. Tout simplement, il a consulté pratiquement 300 000, le parti, le RNI a fait 300 000 consultations au bout de ces dernières années, avec, la base, le peuple, les gens, les populations des régions, les cadres, enfin toutes les couches de la société marocaine ont été consultées. 100 jours sans ville. Et puis il a lancé le fameux programme 100 jours sans ville. Ça veut dire qu'il a visité, mais alors physiquement, concrètement, n'est-ce pas, en chemise, tout simplement, sans veste, sans rien. Et il a été un petit peu sondé, permettez-moi de le dire, le poumon des populations. Et à côté de lui, l'équipe prenait note de tous les besoins, les désirata, les revendications, si vous permettez, de la population. Et ensuite, après ce terrain, ce terrain plein, ce terrain archi bien mené, comme on dit, il est passé donc à l'engagement, il est passé à la bataille politique, c'est-à-dire en fait à la préparation et aux préparatifs des élections. Et on ne s'étonne pas qu'aujourd'hui, il soit donc la personnalité désignée par Sa Majesté pour conduire le gouvernement. Maintenant, ce qui va se passer, c'est aussi dans le même esprit,
qui le caractérise, c'est-à-dire l'ouverture et l'écoute. Voilà, donc ça c'est votre avis de journaliste, votre manière de voir les choses, avec un rapide retour sur le parcours de Aziz Akhannouch sur ces dernières années, avec le travail qu'il a fait, effectivement, même en dépit de la pandémie, il a maintenu son programme de 100 villes, 100 jours. Alors je me tourne vers vous, Hicham Hamadi, votre avis en tant qu'entrepreneur qui serait intéressant. Comment vous voyez le personnage, qui n'est pas un inconnu, loin de là, et qu'est-ce que vous pourriez en attendre? C'est un homme d'affaires hors pair, c'est un capitaine d'industrie depuis très longtemps, connu sur la scène économique nationale et au niveau du continent. Quelqu'un qui est aussi qui est rentré dans la politique et qui a fait ses preuves d'armes. Rappelons-nous les tractations avec Ben Kiren, deuxième version, première version aussi quand il était ministre de l'Agriculture, donc ministre au fin des process du pouvoir, aguerri, on va dire. Donc, globalement, il a deux casquettes, et économique et politique. Maintenant, la posture d'un chef de gouvernement, c'est ce qu'on attend. Enfin, moi, j'ai vu un changement lors de l'intervention au niveau de la conférence de presse. Réellement, il y a un changement. D'abord physiquement, il a perdu du poids, donc ça veut dire qu'il a donné de son être. Oui, Hassan Alaoui a dit qu'il a sillonné le pays, effectivement, il l'a sillonné. Ça crée des pertes de calories et de poids. Clairement, il a dû suer, donc il a perdu du poids. Le regard est différent, la posture est différente, donc j'espère que cela se traduira, on va dire, dans les faits et dans l'action. Et quand je dis dans les faits et dans l'action, qu'il reste fidèle, on va dire, à toute cette dynamique économique et que cette empreinte, on la voit au niveau de l'exécutif. Donc globalement, on rentre dans une ère où la technique va primer sur, on va dire, l'idéologie ou le discours. Le pragmatisme. Je dirais plus la technique parce que pragmatisme est plutôt à un sens négatif. Donc on peut être pragmatique sans prendre les intérêts des uns et des autres. Donc la technique de mise en place, surtout que son programme était très technique. Il avait un programme dans lequel on parlait de choses chiffrées, on parlait d'augmentation d'un certain nombre de revenus, on parlait d'une imposition différente. Donc c'est des techniques qui sont mises en œuvre. Cela dépendra aussi de sa capacité de négociation avec les autres partis. Parce que quand on arrive premier, on a la lourde tâche de répartir avec une coalition et de répartir les portefeuilles en fonction de cette vision pour que son programme puisse être exécuté et mis en place et que la promesse donnée aux électeurs, parce qu'il y a une promesse, qu'elle soit réalisée. Beaucoup de promesses même. Beaucoup de promesses. Et il a une chance inouïe, c'est que l'ensemble des élections se sont passées le même jour avec un raz-de-marée partout. Donc il a une machine de guerre qui est mise entre ses mains. L'ensemble des collectivités seront vraisemblablement à Reni, ça dépendra encore des négociations, parce qu'on sait très bien comment ça se passe dans notre pays, c'est qu'on peut négocier au niveau du gouvernement et laisser du lest sur quelques communes et tout, mais en tout cas, il disposera d'une machine de guerre. Oui, mais cette fois, c'est véritablement cohérent. C'est cohérent. Le trio de tête, on le retrouve dans les régions, on le retrouve dans les communes, avec des différences qui sont à peu près les mêmes que la différence qu'il y a pour les législatives, pour les députés. Ce qui se passait avant. Et donc, il a une machine de guerre. Donc, globalement, il sera comptable de tout à la fin. Oui. C'est la première fois. On aura un chef de gouvernement qui ne sera pas comptable que du travail du gouvernement, il sera comptable de ce qui se passe dans les localités, dans les régions. Donc c'est la première fois où on peut réellement nous dire qu'on doit prendre la promesse de départ et au bout de 5 ans, on doit regarder ce qui est réalisé. Alors en sortant de l'audience royale, Aziz Akhannouch a dit qu'il chercherait une majorité cohérente, homogène et dans la convergence des programmes. Effectivement, il sent cette pression qui pèse maintenant désormais sur ses épaules. On va lui souhaiter bon courage et on va revenir sur le scrutin. Donc, pour d'abord la participation. Alors, on a remarqué un taux de participation élevé qui déjoue tous les pronostics. On pensait à du 40%, on pensait à du 35% pour des questions de pandémie, de mesures sanitaires, pour des questions de désaffection supposée. Je dis supposée parce que finalement, c'est pas le cas. Et moi, je pense que cette élection rentrera dans l'histoire politique du Maroc moderne. Alors, comment on peut expliquer ça encore? Une fois, je commence par vous, Hassan Alaoui. Comment on peut expliquer ce taux de 50,35%? 18 ou 35? C'est monté à 35. Ah, d'accord. 18, c'était encore mieux. Encore mieux. Encore mieux, voilà. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait à l'honneur donc de ce Maroc qui est en train d'émerger, je crois. Pour moi, le Maroc émerge aussi donc
de nouveau, je veux dire, sur un plan d'organisation interne, de consensus et tout. Mais ce que je voudrais signaler, c'est que pour moi, personnellement, j'allais dire ce taux de 50,30%, c'est une révélation, je dirais même une révélation incroyable, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que j'ai compris, en fait, que les consultations précédentes, les scrutins précédents, c'est-à-dire celui de 2016 et de 2011, finalement, c'était quasiment des scrutins anormaux. Pourquoi ? Alors, juste un petit rappel, 43% de participation en 2016 et 45,5% en 2011, pendant le 20 février, le printemps arabe, etc. 45,5%. Oui, et là, il y a toujours 50%. 50, oui, plus que 50%. 50,35% pour être précis. Alors, c'est une révélation. Pourquoi ? Ça veut dire tout simplement que, évidemment, maintenant que peut-être c'est le 1 million de plus des jeunes et tout ça, ou 2 millions de plus qui ont fait balancer un petit peu, qui ont fait je veux dire, converger l'intérêt et balancer les chiffres. Mais ça ne tenait donc qu'à cela, qu'à une forte participation pour qu'effectivement on ait, je veux dire, qu'on eût à l'époque un résultat honorable et que, évidemment, qu'il soit un peu plus démocratique, aussi bien en 2011 qu'en 2016. Mais c'était le raz-de-marée, bien sûr, islamique, il faut bien le dire. Et maintenant, on a compris l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, la participation a profité au scrutin lui-même, a profité à l'image de marque du Maroc lui-même, a profité à la démocratie, naturellement, et aux vœux, je veux dire, du peuple. Donc, c'est une victoire du peuple, c'est une victoire du Maroc, c'est une victoire de la démocratie, et c'est aussi une leçon pour nos voisins. Je rappelle qu'aujourd'hui, le scrutin d'avant-hier, de mercredi, au Sahara, c'était pratiquement, ça dépassait les 70%. Et c'est important. Et je fais, permettez-moi de faire la comparaison avec nos voisins, où la Kabylie n'a eu que 1% je veux dire, de participation. Ça, on va laisser ça, on va y revenir. Oui, bien sûr, c'est provocateur, mais on va y revenir à une autre émission, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des élections. Alors, Hicham Hamadi, comment vous expliquez aussi le taux ? Parce qu'une véritable explosion, parce qu'on passe de 43 à 50, ce qui est quand même pas rien. Et clairement, il y a une condensation. Ça se compte en centaines de milliers. Bah oui, c'est énorme. C'est qu'il y a une condensation de plusieurs facteurs. Je laisserai le dernier, parce que pour ne pas faire... je laisserai le dernier concernant le PJD. Je vais commencer par ce qui est positif. C'est qu'on a participé à une campagne très dynamique. L'ensemble des partis ont mis les moyens. Donc il y a énormément d'argent qui a été mis sur la table, sur le digital, sur du street marketing, sur de la présence partout. Donc il y avait... Ce qui ne vous gêne pas, bien sûr, pour vous, l'argent. Ah bah bien sûr. Vous savez, si vous êtes un homme d'économie, d'entreprise. Non, il faut dire les choses. Il ne parle pas de l'argent, donner de l'argent aux gens. Tout, c'est pas se débourser. Il faut le prouver pour le dire. Bon, maintenant, la campagne électorale. Mais la manière dont il dit, ça veut dire il met de l'eau. Campagne digitale. Il met de l'eau dans le moulin de ceux qui n'ont pas accepté, je veux dire, les résultats. Ceux qui n'acceptent pas les résultats, pour passer, Yvan en parlait tout à l'heure, je ne prends pas position, mais enfin, bon, les résultats sont clairs et parlent pour eux-mêmes. Mais effectivement, il y a eu des moyens qui ont été mis dans le digital, dans les réseaux sociaux. Alors, et c'est comme ça que se passe une campagne un peu partout. C'est une campagne à l'américaine. À l'américaine, voilà. Moderne. Même pas à l'américaine. À la 2021, on va dire. À la 2021. Une campagne, comme ce qu'a fait Macron, comme ce qu'a fait Obama. Tout le monde fait ça. Bien sûr. Je le dis d'une manière très positive. C'est quand je dis il y a eu énormément de moyens qui ont été mis, c'est qu'on a pris la mesure et la lourdeur de la tâche, et on s'était dit, pour qu'on puisse atteindre les lecteurs, il va falloir qu'on puisse être en contact. Moi, je viens du marketing. Vous savez, pour vendre un produit, il va falloir communiquer autour de ce produit. Quand vous avez un programme, il va falloir communiquer autour de ce programme. Il faut que vous soyez visible. Il faut que les gens puissent vous voir. Il faut que les gens puissent vous entendre, et puis après vous comprendre. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps, et ça demande des moyens. Donc je le dis réellement positivement, et je le crois, je le pense réellement. Et moi j'y adhère. Clairement. Donc il y a eu énormément de moyens qui ont été utilisés et sur le digital et sur le street et pour mener cette campagne. Donc ça c'est le premier élément. Et donc ça a fait que les gens, et notamment les jeunes que vous avez cités, ont participé. Il y a un deuxième élément, c'est qu'on a rassemblé un ensemble d'élections dans le même jour. Et on sait pertinemment que les élections communales attire plus les gens parce que ça les concerne, parce que ça concerne leur quotidien. Ouais. Exact. Et donc, on a fait cela, et encore une fois, je le dis très positivement, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que les gens qui vont gagner
à tous les niveaux et qui seront comptables à tous les niveaux. On ne peut pas nous dire demain, vous savez, à cette collectivité, c'était pas moi, c'était l'autre. Ah, vous savez, dans cette région, c'était pas moi, c'était l'autre. Moi, je suis ministre d'eux, par contre, je dois composer avec. Ah non, là, la responsabilité, elle est pleine, et donc à la fin, le muhasaba doit être pleine. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour notre démocratie. Il y a un dernier élément que je laissais, c'est que le PJD a réussi cet exploit de faire en sorte à ce que les gens soient contre lui. Donc c'est aussi simple que ça, il a réussi cet exploit. C'est assez spectaculaire même, on peut dire. C'est très spectaculaire. La réalité s'est traduite dans les chiffres, c'est que à la limite, il aurait eu un score entre 50-60, on n'aurait pas dit ça, mais il a réellement réussi cet exploit. Quand on voit un effondrement des voix au niveau du Nord de 60 000 à moins de 6 000, c'est qu'il a réussi l'exploit de faire en sorte que les gens soient contre lui. Donc oui, à tous les niveaux, on est à un électeur sur deux qui s'est déplacé par rapport, enfin un électeur sur la base des inscrits. Donc il y a eu un vrai mouvement, positif. Je vous coupe un instant, Hicham Hamadi. Alors le corps électoral est passé de 15,5 à 17,5. Donc ça fait 2 millions de personnes en plus. Et les électeurs ont aussi augmenté de à peu près 2 millions. Vous avez une idée, il y a des chiffres qui sont sortis dernièrement, une idée sur la sociologie électorale, qui sont ces gens qui sont arrivés? Ce qui est sorti selon le HCP, c'est que... Le commissariat au plan. Exactement, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle les primo-votants. Donc il y avait quelque chose comme 3 millions de primo-votants entre 18 et 22 ans qui étaient inscrits. Et puis après, sur ces inscrits, il y avait une répartition d'âge. Et puis après, une répartition par rapport au niveau, on va dire, des études. Et réellement, ce qui s'est passé, c'est que si on fait le point d'entrée qui est 2 millions, le point de sortie qui est 2 millions de plus, la conclusion directe, c'est qu'on n'a pas encore la finesse de savoir est-ce que c'est ces 2 millions-là, mais en tout cas, le différentiel correspond. Ça veut dire que les 2 millions injectés au départ, donc les gens qui ont voté pour la première fois, sont ressortis dans les 50% des gens qui ont voté. Et donc, ça a un impact considérable. Et c'est ce qui rejoint le fait qu'effectivement, la chose politique a été intéressante, a attiré beaucoup de gens, a fait en sorte à ce que les gens puissent aller voter. Ils ont fait un choix tranché. Et en termes de programme, il y avait un débat sur des choix qui étaient complètement différents. On avait d'un côté le PJD qui n'avait pas de... Il avait un bilan, il n'a même pas mis en avant son bilan. Il n'avait même pas, on va dire, un programme qui était lisible. Moi, je n'ai pas... enfin, il y avait des vœux pieux, oui, mais qui n'étaient pas lisibles pour le Marocain. Et en face, on avait des partis qui avaient des programmes qu'on peut critiquer. Chiffrés, mais on peut critiquer. Je ne parle pas du fond. On peut critiquer le fait que, voilà, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas à la hauteur d'eux, comment vous allez le financer, on peut le discuter. Mais en tout cas, il était lisible. En tout cas, vous savez, dans le marketing, nous, qu'est-ce qu'on dit ? Un mauvais produit qui est bien vendu est un bon produit. Et un bon produit qui est mal vendu est un mauvais produit. C'est ça. Donc globalement, ils ont su rendre les choses. C'est le résultat simples. finalement, c'est le résultat. Vous savez, le résultat. Une campagne électorale, c'est une campagne, c'est une course pour avoir une représentativité. Et donc pour avoir ça, il va falloir convaincre. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, c'est une première et je pense que ça a créé une vraie rupture. C'est que dans toutes les annales, enfin personne n'avait pu prédire cela, notamment moi. J'avais fait un pronostic qui est complètement à côté de la plaque. Et c'est la première fois où on a un parti du milieu de tableau, notamment le RNI, qu'on disait, entre parenthèses, un parti d'appoint, qui fait la démonstration qu'on peut arriver premier. Tout à fait. Donc finalement, ce n'est pas le quotient électoral qui a tout changé, parce qu'on se rappelle de la discussion qui est vue sur le quotient électoral, ça va changer, ça va changer, ça va changer. Effectivement, il y a certainement eu un changement, mais par exemple, une des grosses erreurs, Hassan Alaoui, qui a été faite par tous les commentateurs et analystes politiques, c'est qu'il y aurait une balkanisation du champ politique, de la scène politique. Or, on prévoyait un carré de tête, on se retrouve avec un trio. Et puis, c'est la première fois, je ne sais pas si ça a été relevé, qu'on range les autres partis dans autres partis, les petits partis, c'est-à-dire à moins de 10. Donc, non seulement il n'y a pas eu de balkanisation, mais il y a eu une clarification, finalement, avec les 8 partis traditionnellement devant qui le reste, à 2 catégories différentes, à 2 stades différents. Donc, comment vous voyez les choses, au-delà de l'aspect technique du quotient électoral? Alors, le quotient électoral, je ne crois pas qu'il ait vraiment joué, parce que si le PJD avait remporté 40, voire même 50 sièges, et qu'il ait perdu, bien entendu, par rapport au score du RNI, oui, je dirais peut-être que le quotient électoral a joué quelque chose. Mais il n'a pas joué ici. Ici, c'est vraiment une preuve par l'inverse, c'est-à-dire par tout simplement la masse, si vous voulez, la masse objective
d'électeurs qui ont joué. Et comme a dit c'est Hicham, c'est le désir de changement qui s'est exprimé. Un autre Maroc, une autre politique, une autre adhésion aux principes politiques. Donc ce quotient électoral, il ne faut pas... Ça y est, c'est fini. D'ailleurs, on peut considérer que les 2 millions de personnes qui ont été inscrites, en plus, qui sont majoritairement des jeunes, on peut les mettre, si on retient le raisonnement et la logique de Hicham Hamadi, qui était sur le côté technique du programme, disons qu'il a plus parlé à ces jeunes-là qui sont partis. Parce que les partis ont fait quand même un travail énorme en allant chercher les électeurs, comme ça se passe un peu partout dans le monde. Absolument. Quand il y a des démocraties le porte-à-porte et tout. Le porte-à-porte, allez vous inscrire. Voilà ce qu'on vous propose. Voilà ce qu'on vous propose. Et donc ça a parlé quelque part. Et puis il y a eu l'écoute quand même. Alors donc l'histoire du quotient, c'est simplement une mesure réglementaire à la limite en fin de compte. C'est comme ça. Maintenant, je reviens à la balkanisation aujourd'hui. C'est une homogénéisation, comme vous disiez tout à l'heure, qui est en train de se faire. C'est-à-dire, on revient finalement au vœu de feu Hassan II, qui voulait 3 ou 4 partis à la limite très très forts, et autour une petite galaxie, si vous voulez, j'allais dire de satellitaires qui tournent autour pour compléter de temps en temps, corriger, changer, réformer, etc. On va dire moyenne quand même, pas petite, parce que c'est entre 20 et 30 qu'on va retrouver 35, on va retrouver l'USFP, qu'on va retrouver le PPS, tout à fait. Et puis les tout petits qui ont 1 ou 2 voix qui sont en delà de 10, qu'on range dans autre parti. Oui, tout à fait. Ce sera donc deux grands pôles, c'est-à-dire le pôle consistant et global, qui est celui donc des 3 partis gagnants, ou voire 4, et puis la trentaine d'autres petits qui feront un petit peu, si vous voulez, des appoints selon j'allais dire, le désir de l'empereur, qui est bien sûr celui qui a gagné, et qui pourra choisir de temps en temps pour rectifier, etc. Maintenant, il y a quand même autre chose, c'est qu'il faut poser la question, quelle opposition alors ça, on va y arriver en troisième. Allons-nous avoir. On va y arriver en troisième. Et c'est ça, quel contrepoids. On va y arriver. On va parler des. C'est encore flou. On sait ce qu'a dit Aziz Akhnouch, homogène, cohérent, convergence des programmes. On en parlera tout à l'heure. Un petit mot sur la balkanisation, comment vous voyez les choses. Alors, au départ, vous vous attendiez à ça quelque part? Non, du tout. Vous attendiez une balkanisation? Une balkanisation. Enfin, mon analyse primaire, c'était première, et primaire aussi, on peut la qualifier de primaire parce qu'elle était à côté de la plaque, c'est de se dire, effectivement, mettons ce quotient. Et l'hypothèse que je prenais toujours, c'était une faible participation. Et quand on a une faible participation... Ça nous a conditionnés tous. Effectivement. Et donc, globalement, quand on ramène la valeur d'un siège aux votants, elle augmente, si on la ramène, au nombre d'inscrits naturellement. Et donc, on se disait que le nombre de votants allait être faible. Et donc, c'est à partir de là qu'on raisonnait, on se disait, tiens, tout le monde aura un siège parce que ça sera balkanisé, parce que le nombre de votants va aller être faible. La preuve, c'est que les Marocains nous ont dit non, vous savez. Vous faites vos hypothèses, la réalité est que les Marocains ont voté. Et donc, du coup, la balkanisation ne s'est pas vue. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que celui qui a profité réellement du quotient, c'est les petits partis, notamment le PJD. Sinon, il n'aurait pas eu les 13 sièges. C'est ce qu'on dit. D'ailleurs, il y a eu une majorité de dames qui sont passées sur les listes régionales. Exact. Et donc, voilà, j'avoue mes péchés. Je dis, mais à coup et on dit même que les partis, excusez-moi, je vous coupe, on dit même que les 3 premiers partis auraient eu bien plus s'il n'y avait pas eu le quotient électoral. Donc, finalement, vous êtes tous plantés, quoi. C'est un raz-de-marée. On s'est planté. Il faut dire des choses. Exact. Et le jeu a été inversé. Complètement. D'accord. Et en fait, le principe de base de dire on met ce quotient et le corollaire qui a été dit, qui n'a pas été réellement compris, c'est de pousser les partis à mobiliser les gens pour aller voter. Donc c'était ça, ce corollaire qu'on ne prenait pas en compte, qui faisait qu'on pensait qu'il y aurait de la balkanisation. Alors, je souhaite faire un parallèle avec l'entreprise. Une entreprise a un conseil d'administration et le conseil d'administration ne se tient que s'il y a un quorum. Et on a au Maroc quelque chose comme 25 millions de personnes qui sont en âge de voter. Sur ces 25 millions, on a eu 17 millions. Donc 17 millions, c'est 70%. Sur ces 70%, on a eu 50% qui se sont déplacés. Donc 50 de 70, ça nous fait 35%. Donc le quorum est atteint. Donc la réalité est que il y a eu les politiques connaissent bien ça. Comment vous avez dit, vrai?
Donc, le Nissab al-Qanouni était atteint. oui. Donc, Nissab al-Qanouni, les politiques connaissent bien. Ils connaissent bien. Donc, globalement, c'est quelque chose qui. Le résultat traduit deux choses. Traduit les gens qui ont participé et traduit aussi la vision de ceux qui n'ont pas participé. Parce que c'est ça la magie de ce quorum, de ce quotient électoral. C'est qu'il inclut même les gens qui n'ont pas voté dans le calcul. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Et il faut qu'on reste sur la même dynamique. Parce que si on revient à beaucoup d'abstention, à très peu de participation, effectivement, on peut arriver à cela. Alors, sur la balkanisation, sur les petits partis aujourd'hui, je leur dis que vous avez l'espoir parce qu'il y a une démonstration qui vient d'être faite par le RNI. Globalement, il est passé du milieu au tableau au premier. Donc les autres aussi peuvent y arriver. Mettez les moyens qu'il faut, travaillez et vous y arriverez. Finalement, on s'est tous trompés, tous les analystes, tous les commentateurs, tous ceux qui ont parlé de ça, non seulement sur le taux de participation, sur l'adhésion des gens, que sur le résultat finalement. Sur les hommes aussi. Voilà, donc de 102 du RNI, 86, PAM 81, Istiqlal, 35 USFP qui a fait un grand bond, 22, 21, 22. Il y a une, quand même, je souligne, il y a le 13. Alors, justement, je voulais on parlera en seconde partie, on est à la fin de la première partie déjà, on parlera un petit résultat, sur le petit résultat du PJD. Honneur aux vaincus, comme on dit. On se retrouve dans quelques instants après la pause. Allez, on démarre pour la deuxième partie du débrief consacré, bien entendu, au scrutin du 8 septembre. Vendredi, donc, Sa Majesté le Roi a nommé Aziz Akhannouch chef du gouvernement en sa qualité de président du RNI arrivé premier. Nous sommes, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en train d'en parler avec Hassan Alaoui et Hicham Hamadi. Juste avant la pause, messieurs, nous étions arrivés donc à ces résultats. On va parler un peu du vaincu, le grand vaincu. Alors, je rappelais juste avant la pause les résultats. Donc, autant pour moi, c'est 87 pour le PAM et pas 86, 102 pour le RNI, 81 pour l'Istiqlal, 35 pour l'USFP, 28 pour le MP, 22 pour le PPS, 18 pour l'UC et 13 pour le PJD. Alors, Bérésina, débâcle, effondrement, raclé, les mots affluent pour qualifier ces résultats du PJD. Et même l'ancien chef du gouvernement, Abdellah Mkiran, a utilisé le terme douloureux, on le comprend. Alors, Hassan Alaoui, comment ils sont arrivés à chuter comme ça, à avoir pratiquement personne? Tout le monde est passé à la trappe, tout le monde, même les grands-mères, tout le monde. Les grands-mères MAIRE, c'est bien sûr. Il faut dire, il y a des raisons objectives et des raisons, entre guillemets, subjectives, que je vais essayer d'exposer vite, parce qu'on est là dans un débat qui est plus ou moins... Il faut faire vite et expliquer. Ben oui, on aurait besoin de plusieurs heures, voire plusieurs jours. C'est lié à une série de crises internes au sein du PJD. Crise interne, dissension, je vais dire byzantine, au sein et puis le jeu de l'ancien secrétaire général qui s'appelle Ben Kiran, qui n'a pas arrêté, n'est-ce pas, malgré ses airs de bonhomme et tout ça, qui n'a pas arrêté vraiment d'assassiner silencieusement son adversaire. Puis maintenant, il y a eu, je vais vite, la désaffection du peuple, des populations, des gens qui nourrissaient une haine au PJD depuis 2011, n'est-ce pas, et qui aujourd'hui se sont dit « halte, on arrête », au lieu d'aller à la pêche, au lieu d'aller voir à Marbella ou quelque chose comme ça, excusez-moi l'expression, je vais voter. Et donc, ils sont, avec ce qui s'est passé, Hicham nous a analysé les conditions et tout, ce qui s'est passé, ça a constitué une espèce de houle qui est parti, qui a remporté le parti lui-même. Et puis, il y a une histoire en dernier lieu, c'est le rapport de confiance qui a été complètement rompu entre la base et les leaders du PJD. Et ensuite, les résultats économiques nous sont passés avec le taux de croissance en 2011 de 7 ou 6, vous me rectifiez, à 1% aujourd'hui. C'est un recul. Et il n'y a pas que la pandémie, il y a aussi la gestion. Je dirais la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion sur des grands dossiers. Est-ce qu'on peut imputer ça? Parce qu'ils n'étaient pas seuls. Ils n'étaient pas seuls, d'accord, mais qui décide? Il y a quand même le symbole Au niveau des régions, je ne peux pas citer, mais il y a quelqu'un dans le Tafil El qui a dévasté les finances de la région.
Je ne vais pas citer son nom, tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Vous avez cité la région. Oui, la région du Tafilal, vous pouvez imaginer. C'est Habib Soubani, Exactement. qui a été sanctionné, rudement sanctionné aussi. Sanctionné, bien sûr, il est parti, mais il faudrait envisager quand même la Cour des comptes et tout sérieusement. Voilà. Puisqu'on le demande aussi pour les amis de... Donc finalement, il y a une cohérence. Et tout ça. Autant il y a eu la cohérence du RNI qui a raflé la mise un peu partout, enfin pas un peu partout, partout, au national, au régional et au communal. Autant il y a eu une cohérence aussi au niveau du PJD qui a tout raté au national, au régional et au local. Alors, Hicham Hamadi, si vous voulez réagir à ce qu'a dit donc Hassan Alaoui sur cette débâcle, c'est impressionnant, c'est spectaculaire. Et après, sur la démission, donc ce qui est en train de se passer. Donc, on connaît l'anecdote, c'est Abdellah Ibn Kilan qui a sorti un petit papier, comme d'habitude, où il a appelé à la démission. Un gribouillis, voilà, où il a demandé la démission. Les autres ont obtempéré. C'est véritablement l'effondrement. Alors, qu'est-ce qui va se passer samedi prochain au Conseil national? Pas de secrétaire général, pas de secrétaire général, pas d'ancien secrétaire général. Congrès après, il va se passer quoi? Il va se passer rien. Globalement. Pour mettre les choses remettre les choses dans leur contexte. On a un PJD qui n'a pas su vendre un certain nombre de choses. Le problème, c'est l'Atmen. Le problème, ce n'est pas le fait qu'on a fait. Vous mettez ça sur la personnalité du chef du gouvernement, du chef du parti. Clairement, parce que quand vous n'êtes pas cohérent avec ce que vous faites et que vous ne l'assumez pas, vous ne savez pas le transmettre. Et si vous ne savez pas le transmettre, les gens ne le comprennent pas. Voilà. Et pourquoi ils ont voté pour les autres? Ils n'ont pas su assumer un certain nombre de... Donc les assumer, c'est les expliquer. Pardon, en parenthèse, il y a l'histoire du cannabis. Exact, on y arrive. Donc c'est tout ça. C'est opposé au cannabis. Exact. Donc là, ils ont été sévèrement sanctionnés au Nord. Bah voilà, donc, très sévèrement sanctionnés. Le problème, c'est cela, c'est quand on n'est pas cohérent avec ce qu'on fait, les gens le sentent. Et dans la politique, il va falloir que ce que vous transmettez aux gens que vous souhaitez qui vous donnent leur voix, il faut que vous soyez cohérent avec vous-même. Il faut que vous soyez imprégné de ce que vous dites. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que l'Asmani est parti aux élections perdant. Il n'a pas commencé pour gagner, il a commencé pour perdre. La première phrase qu'il a dite, et ça m'a marqué, moi, vous ne rentrez pas jouer un match en disant, vous savez, si on perd, on va. Vous rentrez pour gagner. Il a dit, si on n'est pas premier, on sera dans l'opposition. Il est parti perdant, en fait. Il est parti perdant. Déjà, c'est un message négatif que vous transmettez. Vous dites aux gens, je ne vais pas gagner. Tout à fait. C'est clair. Et puis après, Ça va dans la pédagogie que vous parlez. Bien sûr, bien sûr. Et puis après, à la fin, les gens ne sont pas dupes. Ils ont vu son incapacité d'être un vrai leader de son gouvernement. Autant Ben Kiran, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Mais c'est un vrai leader du gouvernement. Il y avait des biscuits, il y avait des tractations, il tapait sur la table. Il est effacé. Et on l'a vu dans le résultat en 2016. Bah oui, clairement. Et donc, il y a ces problèmes intrinsèques. Alors, comment vous voyez maintenant la suite? J'ai peur pour eux qu'il y aura une désertion de leur assemblée. J'ai peur pour eux qu'il y aura aussi une désertion. J'ai peur. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas, ne viendront pas. Voilà. Et clairement, il y a une vraie rupture qui s'est faite, c'est que le parti doit se renouveler. Au départ, on a eu le débat sur les campagnes modernes, donc il va falloir que lui se renouvelle. Et se renouvelle, non pas par rapport à ses process internes, non pas parce que on nous chantait les louanges des choix, voilà, c'est démocratique et tout ça. Je ne parle pas de ça. Je parle de comment appréhender une campagne. Comment aller discuter? Qu'est-ce qu'on dit à cet électeur? Ça y est, c'est fini de dire, vous savez, nous sommes de bonne foi et voilà, nous n'allons pas toucher à l'argent public. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant d'être un homme modeste, un homme qui fait sa prière. Ce qui nous intéresse, nous, Marocains, et ce qui intéresse les Marocains, c'est des gens qui sont capables d'aller aux commandes, de travailler, de ramener de la valeur, de créer de l'emploi, d'avoir des réponses. Donc, il va falloir qu'il y ait un renouveau chez le PJD. Et je ne suis pas sûr qu'il y aura un engouement sur la prochaine... On peut dire que c'est un parti qui est parti comme une fusée, qui est monté en flèche et qui est descendu en flamme. De la même manière. Après, un petit commentaire sur ce que faisait Ben Kiran, c'est que il a gardé amèrement, et je pense que voilà, on l'a senti dans l'ensemble de ses sorties médiatiques à travers YouTube, d'une manière assez caricaturale, et ce qui n'est pas acceptable dans le monde moderne.
c'est que quand vous faites une intervention, il va falloir le faire. Vous savez, ici, on a tous mis nos costumes, on est bien, on s'est fait maquiller pour qu'on transmette une bonne image. Tout à fait. Vous êtes chez vous en étant relax. Quelle image vous donnez de la politique? Les jeunes ne sont pas dupes. Vous savez, c'est la multiplication du nombre de vues. La communication, les petits gribouillis sur Voilà, le tapis blanc, balancés sur les réseaux. c'est tuer le métier. Les gens, quand ils regardent ça, on a l'impression qu'ils le regardent parce qu'ils l'apprécient. Non, c'est pas vrai. Ils regardent et les gens, entre parenthèses, et je m'excuse du mot, sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés de cette attitude. Alors on va les laisser à leur peine, on leur souhaite bon courage. On va quand même parler, ce qui va faire une transition sur le après. Donc on a vu cette cohérence qu'il y a eu entre dans les différents scrutins, et aussi bien au communal qu'au régional, on voit toujours le même trio. Donc et toujours quand on voit les chiffres finement dans les détails, c'est toujours le RNI loin devant et derrière plutôt rapproché. PAM et Stirkla. Est-ce qu'on peut dire, Hassan El-Alaoui, que l'électorat marocain a gagné quelque part en maturité, en cohérence? C'est quand même 8 700 000, je pense, Marocains qui vont absolument. C'est pas au hasard ce genre de choses. Et moi, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est quand même un écart entre le RNI et le PAM significatif. C'est 16 points. 16 élus. Ouais. 16 élus. Oui, c'est ça, c'est-à-dire 16 élus. C'est pas rien, tout simplement, quand on compare. Et pas beaucoup entre le PAM et l'Istiqlal. Et tout à fait. Voilà. La cohérence dont vous parlez tout à l'heure, c'était un peu ça. Et on retrouve à peu près les mêmes taux. J'ai fait les chiffres, je ne les ai pas avec moi, j'ai fait le calcul. On retrouve à peu près les mêmes chiffres pour les régions. Ils sont pratiquement à égalité. Exactement. 143, 144 à peu près. Et pour les communes aussi, ils sont dans les mêmes taux de rapprochement. Donc, comme si on disait un schéma j'allais dire, de cathédrale, hein. Il y a le sommet, c'est le RNI, et puis ça descend en dégradation quand même assez significativement, avec les mêmes forces qui sont là qu'il va falloir donc déjà consulter et mobiliser pour jouer le jeu. Alors le jeu maintenant, moi je pense, hein, si on peut donner des pronostics, si c'est permis. Non, on va y aller tout à l'heure. On va tout à l'heure. Justement, moi, c'est juste sur ce côté cohérence. On va faire la transition avec les pronostics. Bien sûr, on est commentateurs, on commente. Elle est là parce que le vote massif, l'adhésion, c'est une nouvelle image j'allais dire, du scrutin et de la politique électorale au Maroc et des enjeux, etc. et de la manière de prendre l'opinion publique, de la faire adhérer. Et c'est un peu ça. C'est le même corps électoral pratiquement qui a voté à tous les niveaux, je veux dire, pour les trois composantes, je veux dire, du scrutin, n'est-ce pas? Et aussi, donc, à la limite, le même corps électoral qui réfléchit de la même manière, que ce soit à Taroudant ou que ce soit à Tanger, quelque chose comme ça. Qu'on retrouve partout sur donc, le même taux. Il faut jouer avec cette donne, n'est-ce pas, qui maintenant, je crois, va continuer dans le temps. Et dans ça va être intéressant. Un mot sur ça? C'est quand même extraordinaire parce qu'on a suivi les élections depuis 20 ans, depuis 30 ans, vous et moi-même. Exact. Je vais nuancer un peu ce que disait Si Hassan et peut-être en contradiction. Je vais un peu aller... Parce que je ne peux pas parler d'un vote d'adhésion, la vérité. Il y a une grande sanction. Vous allez dire sanction. Alors, il y a de l'adhésion. Maintenant, est-ce que c'est une grande adhésion? Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'adhère pas à un programme technique. On adhère à une vision de la société, on adhère à une idéologie, on adhère à une projection, à une prospective. On adhère à quelque chose de plus grand. Il m'est très difficile, moi, de dire, écoutez, j'adhère au fait qu'on va donner 1000 dirhams sur les retraites, plus ça. Il m'est très compliqué de m'inscrire sur la durée sur ça. C'est-à-dire c'est un choix que les Marocains ont fait, c'est une certitude. Ça, c'est clair et net. Mais croire traduire cela par une adhésion à l'idéologie d'un parti, non. Non. Et c'est là où... Est-ce qu'il y a une idéologie? Est-ce qu'il y a une idéologie? Voilà. Il n'y a plus de programme chiffré. Voilà. On n'est plus dans les idéologies. Et on ne peut pas, au niveau du PJD, on ne peut pas descendre de 125 à 13. Clairement, on est c'est pas uniquement parce que ce que vous ne savez pas ou vous le savez déjà, c'est que les gens qui votent PJD, c'est une armée disciplinée. Donc, le désaveu... Le désaveu... N'est-ce pas? C'est pour ça que la sanction, je parle plutôt de sanction, plutôt que d'adhésion. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il C'est intéressant sur le côté idéologique. Il n'existe plus. Maintenant, on est dans le
pratique. Pragmatique. Vous n'aimez pas le... Tiens, vous dites pragmatique tout à l'heure, vous voulez... Vous ne voulez pas le terme, vous l'utilisez maintenant, maintenant. il vous sert le mot pragmatique, mais vous avez raison. Aujourd'hui, on adhère aux propositions concrètes, Voilà. chiffrées. On laisse finir et on Exact. commente si vous voulez C'est-à-dire, après. on a coché... Sachant qu'il ne reste pas beaucoup et on va parler après des pronostics. C'est-à-dire qu'on a coché l'ensemble des cases qui étaient proposées, on les a acceptées. Et comme on dit au Enna, maintenant. C'est ça. Confiance, Donc, c'est le rapport. Confiance, elle va s'installer dans la durée, s'il y a de la confiance. Et donc, globalement, c'est qu'en gros, OK, présomption d'innocence. D'accord. Démontrez-nous ce que vous allez faire. D'accord. Et c'est pour cela que reddition de compte est pour moi importante. Vous l'avez cité pour le PJD. Je veux qu'on s'en rappelle à la fin des mandats parce que dire que voilà, il y a un raz-de-marée, ben les Marocains vous ont donné quitus. Sa Majesté a nommé rapidement, d'une manière assez dynamique. Mais ça, c'était toujours. prévisible. Hein. Oui, mais... Parce que Sa Majesté réagit vite. Réagit vite, bah oui, mais il y avait des discussions, voilà, qui sera clairement Sa Majesté 48 attachée à la... heures. Clairement, Non, mais attachée à la Sa Majesté Constitution. réagit vite. Sa Majesté s'inscrit comme Exact. dans le marbre à l'esprit de la Constitution. C'est-à-dire l'article 47. Hein, il l'a appliqué depuis qu'il est là, Clairement. n'est-ce pas? Non, l'article 47, que Sa Majesté applique l'article 47, ce n'est pas étonnant. Mais ce qu'il a instauré comme tradition, c'est on prend le chef du parti et dans les 48 Et il n'a heures, pas dérogé. donc il y a une régularité dans l'action qui n'est pas constitutionnelle. Constitutionnelle, à la limite, c'est écrit. d'horloge, hein, c'est ça. Sans laisser le doute s'installer. Les 48 heures, hop, c'est fait. Alors, donc globalement... il nous reste une petite poignée de minutes et on arrive. Je vous sentais brûlé d'impatience de vouloir en parler. Alors donc, on va pas le redire, le premier, les deux autres, la suite. Comment vous voyez les choses? RNI, PAM, Istiqlal, USFP, MP, PPS, tout ça. Vous me posez la question, Je n'est-ce vous pas? pose la question. Ben oui, on commente. Alors, on fait, avec toutes les précautions du monde, n'est-ce pas? Non, mais vous pouvez y aller. De toute manière, Moi, je Arnaud vois un schéma. Je vois un fait le schéma. nôtre. On en a parlé, vous et moi, hein, le 1, 2 et 3. Moi, je vois un schéma qui serait donc le RNI, hein, avec un allié immédiat qui serait donc le PAM. Pourquoi le PAM et non pas l'Istiqlal? Parce qu'il faut regarder que le schéma prochain, hein, c'est vraiment du pronostic hasardeux. Mais je le dis, on ne sait jamais. Le schéma de l'opposition, comment va-t-il? Le PJD ne va pas laisser les bras croisés. Il annonce déjà un congrès le 18 et un congrès extraordinaire. Ça veut dire qu'il ramasse ses forces, il se reconstruit, n'est-ce pas? Il ne faut pas leur jeter la pierre à ce point. Il se reconstruit. Mais qu'est-ce qui risque de venir avec lui? C'est certainement, bien sûr, son allié le mur et peut-être même l'Adl Ihsan. Donc, c'est une composante islamique manifeste. Ils vont commencer à travailler dans ce sens et tout. Mais il faudrait donc leur mettre en face un parti qui a non pas la même sensibilité ou la même doctrine idéologique, puisqu'on parle d'idéologie et tout, mais au moins quelque chose, je veux dire, une culture dans ce sens qui lui ressemble, je veux dire, à un esprit historique. C'est le parti de l'Istiqlal qui peut simplement les contrôler et les cantonner. Tout simplement, ce sera ça. Mais Al-Baraka était à votre place il y a quelques semaines. Il a dit nous sommes un parti qui a un référentiel islamique. Et voilà. Donc, pour contrôler cette future montée, parce qu'il ne faut pas... Future montée des islamistes, bien sûr, ils ne vont pas dormir, n'est-ce pas? Ils vont se réveiller, travailler encore, s'agiter, bouger et crier. Il faut quelqu'un qui les maîtrise dans leur propre sphère, dans la même, j'allais dire, dans la même galaxie, n'est-ce pas? Et moi, je vois le rôle dévolu au parti de l'Istiqlal. Donc, je résume. Vous ne voyez pas une opposition technique, une opposition pratique, parce mais qu'il faut une opposition idéologique. Il faut une opposition au bloc, au pôle libéral. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ça se pose. Il y a un pôle libéral qui vient d'être créé, qui vient de naître très très fort, n'est-ce pas? Et il faut un autre pôle, un petit peu, je veux dire, idéologico-politique, qui serait naturellement... Les islamistes, ils vont bouger, et quelqu'un qui va un petit peu, qui leur ressemble un tant soit peu, pour donner la mesure
d'un jeu politique équilibré. Donc vous êtes en train de dire, c'est plus ou moins, donc pas plus ou moins, c'est RNI, PAM plus un ou deux autres pour terminer la majorité. USFP peut-être, parce que USFP, il a fait une remontada extraordinaire. Il y a l'USFP, il y a l'UC, il ne faut pas oublier que l'UC est un allié du RNI depuis... idéologique. Et donc RNI, PAM, UC, ça l'a fait, comme disent les jeunes. Et Hicham Hamadi, vous êtes d'accord avec ce raisonnement ou alors vous voyez les choses autrement? Avant d'aller sur le raisonnement, je vais exprimer les vœux. Je souhaite un gouvernement ramassé. Je l'espère. Ramassé, il le saura, parce que maintenant... J'espère. J'allais dire, c'est la pertinence et le pragmatisme, par exemple, de Khnouch. Il va réduire. Oui, je l'espère. Donc ça, c'est un vœu. J'espère qu'il y aura une parité respectée à 100%. Pour les femmes. Pour les femmes. Bravo. J'espère qu'on ne dépassera pas une vingtaine de ministres et que ça sera la moitié femmes et moitié hommes. Je l'espère. J'espère qu'on aura un gouvernement de jeunes. Parce que quand on crée des attentes et que vous avez quitus, il va falloir répondre par la forme et par le fond. Par la forme, il faut que ça soit moitié-moitié. Il faut qu'il y ait la femme, il faut qu'il y ait les jeunes. Après... Je vous interromps une petite seconde. Pour la parité, je suis tout à fait d'accord. Mais vous ne pensez pas qu'il faut sortir un peu de cette notion de jeunisme et de jeune? Aziz Akhannouch n'est pas jeune, il a la soixantaine. Et pourtant, on a vu le boulot qu'il a fait. Exact. Avec les gens qui sont avec lui, dans son comité, il a des jeunes, bien entendu. Bien mais il n'y a pas que les jeunes. C'est-à-dire faudrait peut-être, à mon sens, je vous pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas sortir de cette question Non, je vais vous dire pourquoi. Non, pourquoi? Et il a beaucoup de jeunes. Il faut, vous savez, parce que le monde de demain est fait par les jeunes, ceux qui s'en est avec... Dans le mouvement de la dynamique, on va dire, économique, la dynamique des technologies. Donc, on ne peut pas réfléchir avec un logiciel d'il y a très longtemps. Donc, il nous faut d'autres qui sont imprégnés de cela. Non, je suis convaincu que... Oui, mais il a raison, il faut une soudure avec les anciennes générations et les jeunes, tout simplement. Oui, mais de toute manière, on ne va pas avoir un gouvernement de 26 ans. C'est pas ce que je dis. Vous savez, beaucoup de temps. On a encore 2 minutes et quelques. Il va dire. Je n'ai pas dit. Parce qu'il n'a pas encore fait son pronostic, lui. Après le pronostic. Et donc des jeunes, des femmes, la moitié des femmes, ramassées avec des pôles. Et puis après, une feuille de route très claire qui traduit le programme. Parce qu'il ne faut pas qu'on sorte du programme vendu aux Marocains. Ça sera sur cela qu'il y aura la reddition des comptes. Alors, pronostic en termes de parti, la vérité, on est dans un système de proportionnel. Un système de proportionnel, il va falloir que tout le monde y soit. Et tout le monde y soit, il faut que ça soit, comme disait Si Hassan, équilibré. Alors, je ne suis pas inquiet par rapport à l'opposition. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est tous islamistes. On est un pays islamique. On est tous. Donc, je n'ai pas de crainte par rapport à une opposition idéologique parce qu'elle sera contrée par du réalisme et par des choses qui apportent de la valeur aux Marocains, des choses qui sont concrètes. Il vous reste une minute pour votre pronostic. J'y arrive. Maintenant, faire un RNI PAM Stiqlal, ça fait qu'il y a 3 mammouths qui se battent. C'est pas possible. C'est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir un ménage à 3 avec des gens costauds. Donc globalement, ça sera 2 sur les 3. Et je pense que votre pronostic est le bon. Enfin, je me suis trompé dans un pronostic il y a quelques jours. On s'est tous trompés à votre décharge. J'espère que celui-là sera le bon. Maintenant, les deux se valent. Le PAM, il a beaucoup de jeunes. Le Stiqlal, il a énormément de compétences. Donc les deux se valent. La question est quelle est la feuille de route? Moi, ce que j'attends, c'est que la négociation se passe sur le projet en commun qu'ils vont gérer. Très bien. Alors, ce qui va un peu dans votre sens, c'est que Abdelatif Fourebi a félicité le président Aziz Akhannouch la soirée même, le soir même ou le lendemain des élections. Rapprochement. De son côté, le secrétaire général du parti de l'Istiqlal a sorti un tweet où il revient sur certaines irrégularités et ils vont partir en justice et que le comité exécutif soutient ces militants qui vont partir en justice. Donc on commence à voir certaines indications. On commence à voir certaines indications. Le suspense continue. C'est la fin de l'émission. Merci d'avoir contribué. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.